Le grand danger du récit national israélien, c'est de faire disparaître la Palestine. Il faudrait boycotter l'État israélien. Attention, faites pas n'importe quoi avec les gens de cette page parce qu'on vous voit en fait. Cagouille insoumise, épisode Palestine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la Cagouille insoumise. Aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous parler de la Palestine, qui est un sujet d'actualité, mais on avait envie de l'aborder avec un axe un peu local, et notamment de voir un peu les luttes de terrain, et donc en Charente, qu'est-ce qui se passe. Donc pour ce faire, je reçois d'abord Xavier Fabre. Bonjour. Bonjour. Donc tu es un ancien enseignant, tu es très actif dans les luttes sur Angoulême, tu es également président de Charente-Palestine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et qu'est-ce que c'est que Charente-Palestine ? Mon parcours par rapport à la Palestine, principalement, comme tout un chacun dans les luttes de gauche, j'étais très sensible à la cause palestinienne jusqu'à ce que j'ai 34 ans. Et à 34 ans, je pars travailler et vivre au Liban avec ma famille, mon ex et mes 4 enfants, dans un statut de volontariat international. Et sur mon temps libre, un soir par semaine, on allait dans un camp palestinien, le camp de Baïé, un camp de réfugiés de 48, faire de l'aide aux devoirs. Et donc, ça a été mon premier contact humainement avec des personnes palestiniennes. Donc, à partir de là, cette lutte-là pour le peuple palestinien s'est incarnée. Il y a quand même des dizaines, des centaines de milliers de réfugiés palestiniens au Liban. Et puis, de retour en France, après, j'ai eu envie de participer à une mission de protection du peuple palestinien, une mission civile. Ce que j'ai fait en 2005, là, pour la première fois. Donc, c'était mon premier voyage, ma première mission en Palestine. Et suite à ça, au retour, la création d'une assoce locale, Charente-Palestine Solidarité, puisque une fois revenu, j'avais fait un certain nombre de soirées débats où j'avais retransmis ce que j'avais vécu, les luttes des Palestiniens avec toute l'horreur de l'occupation, mais aussi tout l'espoir, l'énergie de leur lutte. Et ça avait donné envie à un certain nombre de Charentais de créer Charente-Palestine. C'est quoi en fait l'intérêt d'avoir créé cette association localement en fait ? Comment tu te distingues dans la lutte locale avec Charente-Palestine ? Oui, c'est de l'incarner localement, c'est de faire des actions locales, quand des Palestiniens font des tournées en France, de pouvoir les recevoir à Angoulême, quand des Israéliens juifs anticolonialistes font aussi des tournées, de les recevoir à Angoulême. C'est aussi de pouvoir organiser des manifestations de protestation, d'indignation, mais aussi des manifestations culturelles. Bref, de faire connaître aussi la Palestine. Le grand danger du récit national israélien, c'est de faire disparaître la Palestine, de faire croire à tout le monde que la Palestine n'existe pas et n'a jamais existé. Ce qui, évidemment, on le sait tous, est faux. Et de faire vivre au niveau local des événements autour de la Palestine, c'est lutter contre ce colonialisme. Depuis notamment octobre 2023, donc les choses ont un peu changé. Toi, il y a eu encore plus de manifestations pour la Palestine. C'est quoi l'évolution en fait depuis cette date-là au niveau local ? Qu'est-ce que toi tu as fait de plus ou qu'est-ce qui a fonctionné sur place ici ? Alors, au niveau local, un certain nombre de gens nous ont rejoints. Devant l'horreur du génocide, un certain nombre de camarades qui étaient déjà quelquefois conscientisés, quelquefois pas, nous ont rejoints. Et on a pu aussi fédérer dans un collectif qu'on a appelé Choisir la paix, des syndicats, des partis politiques, des associations. On en est un petit peu la cheville ouvrière. Quand on organise une manifestation, c'est nous qu'appelons, mais on appelle toujours avec le collectif, dont la France Insoumise fait partie. Donc à la fois, on a pu élargir notre cercle de militants et être plus nombreux, et en même temps être toujours sur le pont, parce que c'est quelque chose qui nous obsède jour et nuit, ce génocide. En fait, l'association a permis d'être un réceptacle local à une indignation nationale qui s'est généralisée, quoi. Oui, parce que je pense que s'il n'y avait pas eu Charente-Palestine Solidarité, une association locale, il y aurait eu les premières manifestations. La CGT était partie prenante, la FI, la FSU, un certain nombre d'assos, mais dans la durée, un syndicat a bien d'autres missions à défendre ses syndiqués. Dans la durée, il n'y a que nous qui n'avons que ça comme cœur de militance, donc on se réfère à nous et on est là tout le temps, même si cette lutte pour d'autres organisations a tendance à passer au second plan, naturellement. Est-ce que tu as l'impression qu'au niveau de l'écho que tu as pu avoir localement, avec Charente-Palestine, il y a eu des choses qui ont pu se passer
notamment depuis 2023. Est-ce qu'il y a eu des élus locaux ou des choses au niveau local qui ont bougé ? Alors les élus locaux, on a essayé de rencontrer un certain nombre d'élus locaux, tous les parlementaires, sauf l'élu du Front National. Ça ne s'est pas toujours bien passé, ça s'est quelquefois bien passé dans des dialogues constructifs, mais en tout cas on a essayé d'avancer et puis d'être présent aussi, à travers toutes les manifestations qu'on fait, à travers toutes ces rencontres, aussi les rencontres autour de cinéma, autour de films. On essaye d'occuper la scène médiatique, aussi d'être présent parce qu'on a tendance à faire toujours passer la Palestine au second plan. Au niveau des élus locaux, ça a été très varié. On a eu des surprises effrayantes et aussi des surprises, enfin des vrais dialogues. Je peux citer les noms, par exemple. Alors, par exemple, ce qui est intéressant, c'est par rapport à deux élus de droite qui doivent tous les deux être aux Républicains. Enfin bon, je cite donc Xavier Bonnefond, maire d'Angoulême, et puis François Bonneau, sénateur sur Rouillac. Deux personnes de droite, affichées ouvertement de droite, ayant des responsabilités dans leur parti de droite. On en a eu un, le plus vieux d'entre eux, François Bonneau, qui nous a reçus de manière très digne. On était dans le dialogue avec lui, on n'a pas été d'accord sur beaucoup de choses. Il connaissait le problème, il nous a écoutés, il a pris des notes, il a acquiescé à un certain nombre de nos remarques. C'était un vrai dialogue. Et on a eu un maire d'Angoulême, peut-être une génération plus jeune, plus bling-bling, qui nous a reçus dans une attitude méprisante et hautaine, avec qui aucun échange d'arguments et dialogue n'a été possible. Là, actuellement, sur la municipalité d'Angoulême, il n'y a rien qui est proposé. Non. En tout cas, voilà. Non, rien. L'aide de 5 000 € à l'UNICEF, on peut la saluer, c'est forcément que c'est positif, c'est pas négatif, mais elle n'a été faite qu'après moult interventions des élus d'opposition, après notre intervention à nous, et il a fallu des mois et des mois avant que ça se débloque. Donc tu dirais que, certes, c'est pas suffisant, mais mine de rien, le peu de pression qu'une association localement peut faire, ça amène quelque chose, quoi. Bien sûr. Tu es revenu de Cisjordanie récemment, donc il y a tout un témoignage que tu as pu délivrer. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Comment toi, tu as ramené ça ici ? Alors, je vais essayer de garder la tête froide et pas être envahi par l'émotion. C'est la première fois où je vais en Palestine depuis 20 ans. Ça doit être la 12e ou 13e fois, je ne peux plus compter. C'est la première fois où je reviens démoralisé. Toutes les autres fois, même dans des situations très dures, il y en a eu d'autres, il n'y a pas eu de génocide aussi fort dans l'histoire dernièrement, mais il y a un an, le génocide était déjà commencé. Il y a un an, quand je reviens, j'ai encore la pêche parce que les Palestiniens, les amis palestiniens me donnaient la pêche. Et là, c'est la première fois où je reviens et tous, et pourtant tous mes amis palestiniens et palestiniennes sont tous des activistes, sont tous des penseurs politiques, sont tous des leaders, des gens qui ont une grosse personnalité, une grosse énergie, tous disent on n'a plus de futur. Tous continuent. Mon ami qui est maire d'une commune rurale continue à administrer sa commune avec une énergie débordante. Les amis qui sont dans la culture, une troupe de danse traditionnelle continuent. Mon ami de Jérusalem, Saler, qui est sur le point d'être expulsé de sa maison, continue à se battre, à fédérer autour de lui des Palestiniens et des Juifs anticolonialistes. Mais tous disent on n'a plus de futur. Et tous disent après Gaza, si rien ne change, après Gaza, ça sera nous le génocide. Donc c'est pratiquement les prémices d'une mort annoncée, les prémices d'un massacre annoncé, aussi en Cisjordanie. Alors je ne regrette pas d'être allé, même si je suis revenu le moral dans les chaussettes. Je ne regrette pas parce que j'ai pu voir les amis palestiniens. Et je serai à leur place, sans doute je serai content que des amis étrangers viennent me voir et me soutenir. J'ai pu emmener des fonds financiers, donc c'est une petite goutte d'eau aussi, mais ce n'est pas tout à fait rien. Et puis on crée des ponts. On crée des ponts humains entre nous et ces amis, ces militants palestiniens et palestiniennes. Et puis on a avancé sur des projets parce qu'on espère bien qu'une troupe de danse qui s'appelle Joudour, du camp de réfugiés de Dahiché, près de Bethléem, va venir cet été danser pour nous en Charente. On espère bien aussi que Mohamed Sabané, le dessinateur de bande dessinée, qui est de Ramallah, qui était venu au dernier festival, va revenir, qu'on puisse le faire revenir en janvier prochain. J'étais le voir chez lui à Ramallah. Entendre parler de cas généraux par les médias installés, c'est très important. Mais d'avoir le témoignage d'un des compagnons d'ici qui a été, en l'occurrence moi, on amène autre chose. On amène de la relation, on amène du concret, on amène de l'humanité. Comment tu vois un peu la suite
sur Angoulême, Oui. sur la Charente. Après, tu peux, en général, si tu as envie de... Oui, c'est de donner ton avis. continuer la lutte, de continuer à fédérer autour de Charente-Palestine toutes les bonnes volontés qui s'élèvent contre le génocide. Alors pourquoi faire ? On peut se dire, ça sert à quoi ? On est tous les samedis dans la rue. D'abord, si on n'y était pas, il n'y aurait pas de voie alternative aux médias dominants et à la classe politique dominante. Donc au moins, ça c'est une première utilité. Après, on continue à être toutes les semaines dans la rue parce que c'est une manière d'interpeller l'État français. On déclare notre manifestation, toutes ces manifestations, on n'est pas les seuls en France, il y en a beaucoup, ça remonte au niveau statistique, le préfet est au courant, le ministère de l'Intérieur est au courant, et ça c'est important aussi. Et puis je crois une troisième utilité, c'est que chaque fois qu'on manifeste, on prend des photos et on les envoie aux amis palestiniens. Et chaque fois on a des messages délirants effectivement, débordants d'émotions de leur part. On pense à eux. Ils ne sont pas tout seuls. C'est ça. C'est important de relayer, en fait. Ça, c'est important. Et puis, quatrième aussi, on provoque une conscientisation autour de nous. Alors, on ne touche pas tous les Charentais, évidemment. Autour de nous et aussi dans les cercles militants. Quand, dans la signature de nos tracts, etc., on associe la CGT, par exemple, je pourrais prendre la FSU ou je pourrais prendre une autre association, tous les adhérents de ces syndicats ne sont pas forcément raccord avec tout ce qu'on peut avancer sur la Palestine, mais au moins on provoque un débat, on provoque un certain nombre de choses positives. Et puis une dernière utilité de toutes ces manifs, c'est que chacun de nous, on peut se regarder dans la glace. Moi, je peux regarder dans les yeux mes petits-enfants, mes enfants, en me disant j'ai fait quelque chose. C'est ça. Excusez-moi pour l'émotion. Merci beaucoup. Ça montre bien que c'est très important ce que tu fais, qu'il y a vraiment des choses qui se passent, et que on va essayer de faire bouger les choses. On essaye vraiment localement, en tout cas, de continuer à soutenir les manifestations qui sont organisées par Charente-Palestine. C'est quoi un peu les prochaines échéances là ? On s'est promis que tant que le génocide durerait, on manifesterait une fois par semaine. Ça marche. Donc on va continuer pendant l'été. Peut-être que ce sera des petits rassemblements. Petit, c'est pas péjoratif, des rassemblements statiques où on va distribuer des tracts, informer les gens, prendre le temps de discuter avec eux. On va avoir un gros moment fort avec la réception du groupe de danseurs de Bethléem, du camp de réfugiés de Daïché, début août, avec un grand spectacle, normalement à l'île d'Epagnac, le samedi 2 août. Ok. Et peut-être une présence au festival du film francophone. On espère en tout cas. Et on te retrouve donc sur les réseaux pour toutes les prochaines informations concernant Charente-Palestine. Merci beaucoup. Merci. Nous voilà pour la seconde partie de la vidéo. Donc là, on va essayer d'aborder un peu plus la question sous l'angle politique, un peu les actions locales qui peuvent se mener en dehors du cadre associatif. Donc pour ce faire, je reçois Aileen. Donc bonjour Aileen. Bonjour. Donc toi, tu es co-animatrice du groupe d'action La Grand Fond Bel Air. C'est ça. Et Sarah, bonjour Sarah. Bonjour. Donc tu es chef de file de la France Insoumise Angoulême. C'est ça. Et donc, alors peut-être qu'on va refaire un point, puisqu'on n'a pas forcément vu ça directement avec Xavier, sur la situation un peu géopolitique globale. Avant mars, au moment d'un cessez-le-feu, la communauté internationale était soutien d'Israël, mais à partir du moment où Netanyahou a rompu ce cessez-le-feu en mars, les mentalités ont changé, que les gens ne comprennent plus vraiment quel est l'objectif Pourquoi d'Israël. il fait ça, quoi, on va dire. C'est ça, on ne comprend plus vraiment ça. Il y a eu un sommet pour la paix à Tel Aviv, et pour la première fois, on a eu vraiment des représentants d'État, des ambassadeurs des Pays-Bas, de la France et aussi de l'Allemagne, qui ont commencé à avoir un discours critique envers la politique de Netanyahou, alors que jusqu'à maintenant, c'était des pays qui étaient vraiment solidaires à Israël de manière inconditionnelle. Et là, maintenant, on commence à avoir des discours de mise en garde. Il y a une ligne rouge. Comme si ça allait trop loin, quoi. Il y a une ligne rouge qui est sur le point d'être franchie, selon eux. Nous, on considère qu'elle est franchie depuis longtemps. Depuis très, très longtemps, quoi. Et c'est très tard, ce revirement, mais c'est toujours bon à prendre. Et même Macron a commencé à remettre sur la table l'idée de la solution à deux États. Il voulait en parler lors du 18 juin, lors d'une réunion de l'ONU à New York. Mais suite aux attaques d'Israël en Iran, et en attaquant des centrales nucléaires en Iran, maintenant tout s'est figé et la réunion va être retardée.
Mais maintenant, c'est nous, à la communauté, enfin les militants, les associations, à faire pression sur Macron pour ne pas lâcher cette idée et continuer à œuvrer pour la paix, pour un cessez-le-feu immédiat. Oui, en fait, on peut utiliser cette espèce de... C'est peut-être une posture, mais en fait, c'est peut-être l'occasion d'appuyer, en fait, dans le sens de aller plus loin que la posture et concrétiser-le en acte, quoi. C'est exactement, ça. Oui. C'est vrai que pour l'instant, on a surtout des discours, alors qu'il faudrait faire un embargo économique, quoi, arrêter boycotter l'État israélien et voilà, y aller vraiment... avec des revendications fortes. On a vu récemment, là, il y a eu la flottille qui a tenté de briser le blocus. Donc ça n'a pas vraiment marché, mais en même temps, ça a soulevé vraiment une indignation énorme. En France, on a vu une très très grosse mobilisation à la suite de l'arrestation de la flottille. Qu'est-ce que ça signifie en fait ? C'est que de la com, mais bon, finalement, c'est peut-être important. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est un peu ce que disait Sarah, c'est-à-dire qu'il y a une brèche en fait qui commence un tant soit peu à s'ouvrir dans le discours politique, médiatique, même si c'est très faible. Et là, en fait, c'est le moment où il faut mettre la pression. La flottille, donc c'est la Freedom Flotilla Coalition, en fait, qui est un regroupement de plusieurs ONG. Et ils ont affrété plusieurs bateaux. Ça fait depuis 2010 que cette coalition existe, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Ça n'a pas commencé avec le 7 octobre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont envoyé un bateau un peu avant le Madeleine, donc c'était en mai. Et justement, ils avaient misé sur le fait on n'en parle pas trop, on fait pas trop de bruit, justement pour espérer négocier avec Israël le fait de pouvoir passer le blocus humanitaire. Et ce bateau a été attaqué par drone, ce qui a mis en danger l'équipage et la sécurité du navire. Donc pour cette nouvelle tentative, donc avec le Madeleine, la Freedom Flotilla Coalition avait vraiment misé sur la médiatisation, donc notamment en demandant à Rima Hassan et Greta Thunberg d'intégrer l'équipage du navire, mais aussi en faisant vraiment du relais sur les réseaux. Et comme on l'a vu, là, les gens ont vraiment braqué leur regard sur ce bateau. Donc tout le monde savait... Les gens suivaient toutes les heures, savoir où il était, le suivaient sur le etc. téléphone, l'équipage faisait des vidéos régulières pour donner des informations, et on savait très bien en fait que ce bateau n'allait pas à lui seul résoudre la famine à Gaza pour 2 millions de Gazaouis. Concrètement, de voir ce bateau sur lequel on concentre notre attention être détourné de façon complètement illégale en plus, puisque c'était en eau internationale, pas du tout dans les eaux israéliennes, par l'armée israélienne, là ça montre concrètement en fait ce que c'est que ce blocus, ce que c'est aussi que l'impunité dans laquelle se croit l'État d'Israël. Enfin, les personnes sur ce navire ont risqué leur vie, l'air de rien. Il y a déjà des personnes qui sont mortes sur des opérations de la Freedom Flotilla Coalition. Une fois qu'ils ont été arrêtés, donc en l'occurrence les 6 Français de l'équipage, ils ont vu le consul, voilà, ce qui est normal, mais ils n'ont pas eu plus de soutien que ça. Ils ont passé des jours, des retours qu'on a eus, là, notamment de Rima Hassan, assez terribles dans des conditions, dans les prisons israéliennes vraiment déplorables. Donc ça montre aussi que la France ne respecte même pas ses obligations d'un point de vue protection de ses ressortissants. Oui, voilà. Ça montre l'inconsistance en fait de l'État français face au droit international, et que peu importe en fait, même si entre guillemets on pourrait se dire oui, en plus c'est des opposants politiques, etc. En fait, c'est des ressortissants français, point, quoi. C'est pas le sujet. Là, ça montre une fois de plus à tous les autres pays du monde que pour l'État français, mais les États, on va dire, occidentaux pour généraliser, le droit international, c'est à géométrie variable. Alors que justement, le droit, c'est censé être un cadre que chacun respecte, et notamment le droit international, qui régit quand même la paix, le fait que les nations puissent cohabiter. Vraiment, là, on est sur un exemple que la France n'est pas consistante dans son application du droit, et ça a des répercussions, on va dire, au-delà même de la situation à Gaza. Ça envoie une image délétère pour la France. Plein de gens se sont soulevés parce qu'effectivement étaient indignés de ce qui se passait avec la flottille, donc notamment à Angoulême. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui se sont réunis quand il y a eu un appel à manifestation. Pour continuer un petit peu là-dessus, on a vu avec Xavier tout à l'heure que une association locale, ça peut faire le relais en fait quand on va après sur place et qu'on revient. Enfin voilà, il y a vraiment tout un lien qui peut s'opérer quand on est dans le cadre associatif. Au-delà de l'association, qu'est-ce qui peut se faire localement ?
L'important, c'est que chacun se mobilise à son échelle. Donc, tout le monde ne pourra pas aller sur un bateau de la Freedom Flotilla Coalition, tout le monde ne pourra pas aller en Palestine, tout le monde, voilà. Mais par contre, tout le monde, enfin à peu près, tout le monde peut distribuer un tract. Tout le monde peut partager une publication sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut parler à ses amis, de dire « Ah bah, il y a un rassemblement samedi, viens, on y va ensemble. » Et en fait, je pense que faut établir en fait un espèce de continuum d'action, de gradation d'action, pour permettre à un maximum de personnes de s'impliquer dans la lutte. Chaque échelon permet le suivant. Je pense que, par exemple, si on prend l'exemple de l'action des dockers de Fos-sur-Mer, qui ont empêché donc matériellement un cargo d'armes françaises qui devait être livré à Israël d'être mise sur un bateau en direction donc d'Israël. Est-ce que cette action aurait été permise s'il n'y avait pas aussi tout un écosystème d'action pour la Palestine qui montre, qui visibilise cette lutte et qui la légitime par rapport à un discours médiatique notamment qui cherche constamment à la délégitimer. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des gens, là, des Charentais, qui sont actuellement en Égypte pour la marche to Gaza. C'est quand même très engageant et voire dangereux. Très dangereux, ouais. Donc, comme démarche. Donc, évidemment que tout le monde ne pourra pas le faire. Mais par contre, tout le monde peut apporter un soutien, justement, comme pour la flottille, en médiatisant la chose, en disant « Attention, faites pas n'importe quoi avec les gens de cette marche, parce qu'on vous voit, en fait. » Tout ça, ça crée une cohérence qui renforce la lutte et qui met la pression, comme on disait, sur les dirigeants, que ce soit en France, mais que ce soit aussi sur les dirigeants israéliens. Moi, je pense que, voilà, s'ils ont coupé les moyens de communication à la flottille, c'est parce qu'ils n'étaient pas fiers de ce qu'ils étaient en train de faire. Oui, complètement. Et voilà, donc plus on met le regard sur ces exactions, plus on peut espérer qu'elles cessent au bout d'un moment, quoi. Donc là, Aileen, tu viens de nous dire effectivement que des citoyens peuvent spontanément en fait s'organiser, comme à Fos-sur-Mer, on a vu avec les dockers, ou des gens participent à l'initiative de la marche pour Gaza. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire, les individus ou en tout cas des organisations un petit peu spontanées comme ça. Mais qu'est-ce qui peut se passer au niveau institutionnel, on va dire local ? Donc là, peut-être que Sarah, tu veux nous en parler un petit peu plus ? Les mairies peuvent choisir de se jumeler avec des villes et on peut se projeter à vouloir se jumeler avec une ville en Palestine. C'est ce qu'a fait Marseille, c'est ce qu'a fait Strasbourg. On peut faire aussi des gestes symboliques comme mettre des drapeaux sur le fronton des mairies, comme ce qu'on a fait avec l'Ukraine pour soutenir ces pays qui ont été attaqués sur leur territoire et montrer qu'on est solidaire avec eux. On peut faire aussi faire voter des motions pour demander un cessez-le-feu à Gaza. C'est ce qu'a fait très localement Ruelle-sur-Touvre. Il y a le groupe d'opposition de gauche qui a fait demander à voter cette censure et ça a eu un vote unanime. Et si on arrive à avoir près de 35 000 motions pour demander un cessez-le-feu, ça fera vraiment un poids pour Macron et peut-être qu'il commencera vraiment à acter ses prises de parole pour voir un second État, pour demander un cessez-le-feu. Parce que là, actuellement, la France, ça fait partie de ces quelques pays qui n'ont toujours pas reconnu l'État palestinien, parce qu'à l'échelle du monde, on est vraiment une poignée, une minorité, quoi. C'est pas le poids, la pression citoyenne qu'on peut faire changer les choses. Ça, c'est un peu les outils, on va dire, d'une mairie. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent ? Les collectivités locales ont tout à fait la possibilité d'établir des coopérations internationales. Donc ça s'appelle la coopération décentralisée. Souvent, c'est des projets de développement en fait qui sont partagés donc entre très souvent une commune, on va dire au sud et une commune au nord. Ça permet en fait d'avoir une aide de local à local, ce qui permet de pas passer par des... On dépend pas en fait de l'État ou des décisions directement. Alors après, ça dépend de comment tout ça est subventionné, mais souvent c'est au niveau des régions, donc ça reste quand même un échelon assez local, et en l'occurrence ça se développe beaucoup avec des pays africains, mais on peut penser qu'à l'avenir, par exemple, si on se projette vraiment le jour où la Palestine sera libre, on pourra imaginer justement que les jumelages qui sont en train de se mettre en place ou qui sont déjà en place pourraient devenir des vrais en fait, points d'appui pour ces coopérations décentralisées et aider à la reconstruction de la Palestine et à son développement, à faire en sorte que tout se passe bien. Donc là, nous, on a vu que
au niveau national, local, que ce soit à travers des mairies, des associations, etc. Plein de choses peuvent se faire. La politique, elle se fait partout et tout le temps. Donc là, c'est quoi les étapes un peu prochaines ici à Angoulême, ou à quoi vous appelez, c'est quoi un peu le mot de la fin on appelle à ce que les gens d'Angoulême continuent à se mobiliser, à venir les samedis, même peut-être à donner aux associations qui ont besoin. S'il y a des personnes qui nous regardent et nous écoutent, qui ont des idées en fait d'initiatives pour soutenir cette lutte, ils sont tout à fait les bienvenus pour nous les partager, et notamment si c'est des projets entre guillemets un peu structurants pour la ville, qu'ils n'hésitent pas à faire une remontée de de leurs idées sur le site donc de la France Insoumise à Angoulême. Donc c'est angoulêmeinsoumise.fr. Donc on mettra le lien. Voilà, il y a un formulaire dédié. Donc s'il y a des personnes qui ont des idées, qu'ils n'hésitent pas, parce qu'on est tout à fait preneurs. Super, merci beaucoup à toutes les deux, et puis du coup tous les liens de ce à quoi on vous renvoie pour aider la lutte continue, et puis on a besoin de tout le monde, donc merci beaucoup. Merci à toi. Merci.